Amis du puzzle de la vérité, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission où là, on va redonner rendez-vous à un petit collectif. On l'a appelé ceux qui gèrent les crimes parfaits, d'accord? Alors, est-ce que vous êtes tous là? Alors, je vérifie. Claire, Bonjour. bonjour. Bonjour Christophe. Martine et Claude, bonjour. Bonjour, bonsoir. Et le deuxième Claude, bonjour. Bon, bienvenue Bonjour à à bord dans tous. l'émission. Hein? Alors, ce qu'on va faire, on va déjà donner la parole à Claire. Elle va expliquer à peu près de quoi on va parler dans cette émission. Vous êtes d'accord? OK? Ok. Allez, Ok. vas-y Claire, c'est parti. Oui, donc dans le dernier épisode de Crime Parfait, qui était le premier, on parlait de nos expériences pour prévenir les Français de ce qui va leur arriver si jamais ils ont le malheur de vouloir se défendre ou dénoncer des crimes en justice. Suite à notre première émission, nous avions demandé à Monsieur Moretti, Monsieur le maire, les préfets, s'ils n'étaient pas d'accord avec notre approche, de nous contacter pour qu'on puisse faire un contradictoire éclairé. Évidemment, ils ne nous ont pas appelés. Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant d'ailleurs dans l'actualité, on peut se poser la question, doit-on se faire justice soi-même ou doit-on faire confiance à la justice pour nous rendre justice? C'est ça le thème de l'émission. Car toujours à l'aune de nos expériences, il commence à se compter en milliers de témoignages. Il nous semble qu'aller en justice contre nos agresseurs ou nos fraudeurs, eh bien, soit mission impossible. Voilà. Car ils ont les moyens de vous empêcher de parler, en fait. Hein. Ils ont tous les moyens publics pour cela. Donc, avant de vous présenter le modus operandi auquel tout le monde se trouvera confronté si jamais il doit aller en justice, si jamais il a un litige, avec un gros, parce que souvent il faut être gros en face pour pouvoir faire ce qu'ils font, il faut être gros. Enfin, gros dans tous les sens du terme, hein, vous voyez la chose. Parce que comme ils transgressent nos lois communes, il faut qu'ils aient une assise, quoi. Voilà, nous allons vous parler en suivant de 3 cas exemplaires, mais qui pourront peu à peu nous donner une bonne idée de ce qui se passe généralement quand on va en justice. Je pense que Martine et Claude vont pouvoir intervenir. Tu veux que j'intervienne maintenant? Oui. D'accord, ok. Donc, chacun raconte son histoire. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé en justice avec ses agresseurs quand il a voulu faire valoir ses droits, quoi. Oui, ben, il faut rappeler le départ. Lorsque j'ai acheté mon magasin dans la galerie marchande, donc c'est la photo numéro 1, lorsque j'ai acheté mon magasin dans la galerie marchande, j'étais à côté de Claude. Donc la galerie marchande, il n'y avait pas du tout d'issue de secours. Donc si tu veux bien mettre la photo numéro 2. Donc voilà, quand j'ai acheté mon magasin, Carrefour avait obtenu un permis de construire sur lequel il y avait mon magasin devenait une issue de secours. Donc automatiquement, c'était mensonge. Ils m'ont signé les papiers, ils sont même intervenus dans la vente de mon magasin pour me dire qu'ils allaient me signer mon bail sur le local numéro 7, alors que ce local était prévu à disparaître pour créer une nouvelle issue de secours dans l'extension de la galerie marchande. Alors, après, naturellement, donc ça c'est en 1985, ils ne réalisent pas les travaux. Et après, en 1989, lorsque je vais être en liquidation, lorsque je vais déposer le bilan et que je vais commencer mes procédures contre Carrefour et autres,
Carrefour va déclarer que la galerie marchande est réalisée. Donc là, si tu me montres la photo, la troisième vidéo. Voilà. Donc on voit bien qu'en 1987, l'extension de la galerie marchande n'était pas du tout réalisée. Donc après, tu montres la photo numéro 4. Alors, attends. Pas la photo, la vidéo numéro de 88. Attends. Voilà, ça c'est celle de 87, donc c'est la suivante. Alors, attends, il se charge. J'avais... Oui, donc c'est pour voir comment, enfin là, Martine est en train de montrer les pièces. Là, on va arriver sur le mensonge, voilà. Donc, sur la photo numéro, la suivante. Donc voilà, on voit bien maintenant l'extension de la galerie marchande. Donc l'extension de la galerie marchande a été réalisée en 1988 avec 2 refus de permis de construire. Donc là, tu montres la vidéo, la photo numéro 4, 5. Oui, alors, 30 secondes. Il faut que j'intègre, d'accord. Ça prend quelques secondes, mais bon, ça va se faire. Hein. Oui. Donc, tu veux la photo 5, c'est le refus du permis, c'est ça, là? Donc, voilà, les refus de permis de construire. Alors, je vais enlever celle-là. Voilà. Ça? Donc voilà, ils obtiennent 2 refus de permis de construire en 1988 pour l'extension parce que le projet ne correspond pas au plan d'occupation des sols. Le projet est incompatible avec le plan d'occupation des sols. Donc, ils obtiennent 2 refus de permis de construire. D'accord. Mais pour camoufler, alors c'est là qu'on arrive au mensonge. Donc, c'est la dernière vidéo, la dernière image, pardon. Alors, hop. Celle-là. Et là, donc, dans la dernière image, ben, ils vont annoncer au procureur en 1996 que l'extension de la galerie marchande a été réalisée en 1985, alors qu'elle a été réalisée en 1988. Nous, on a fourni tous les documents, que ce soit au tribunal ou que ce soit devant le procureur, devant les tribunaux, devant les procureurs. Ben, c'est justement la justice. La justice a pris en compte les réponses de la société Carrefour, au lieu de s'assurer que les documents qu'on fournissait, au lieu de vérifier les documents que l'on fournissait. Donc c'est là qu'on s'aperçoit que c'est le prédateur qui est comment? C'est le prédateur qu'on écoute et pas les victimes. Bon, alors, c'est intéressant quand même comme pièce. Je pourrais les mettre au bout de la vidéo pour que les gens aient à disposition si tu veux. Hein. Ah oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, c'est bien parce que on constate une chose qui est très simple en fait. À partir de leur mensonge, toutes les procédures, que ce soit devant le tribunal administratif, devant le tribunal de commerce, devant le procureur ou autre, on s'est occupé que Carrefour a dit que la galerie marchande était réalisée en 1985. Donc, la puissance de l'argent, en fait. Voilà. Ce qui évite d'aller sur le problème d'escroquerie, ce qui évite d'aller sur le problème des permis de construire refusés, ce qui évite d'aller sur les, comment ça s'appelle, sur les procédures, sur les demandes d'autorisation d'équipement commercial. Donc, c'est pas un joker que je vais vous présenter, c'est là que j'aurais dû en mettre 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Voilà. Mais à l'époque, Martine, si je me souviens bien, quand tu avais un agrandissement, tu étais obligé de passer dans une CDUC à l'époque, c'était ça? Mais bien sûr. Alors c'est là justement, c'est là que l'on dénonce. C'est pour ça qu'on se dit que de toute manière, ils ont les jokers dans les manches, ils les sortent de partout. C'est-à-dire qu'avant, ils vont voir la direction de la concurrence et de la répression des fraudes pour avoir un avis
Et à ce moment-là, la direction de la concurrence et de la fraude leur dit, vous n'avez pas besoin d'autorisation de CDUC, d'accord? Et ce sera les mêmes agents de la direction de la concurrence et la répression des fraudes qui sera en charge de contrôler quand les fraudes sont faites. Quand on les a dénoncés. D'accord. Donc, et eux-mêmes commettent des faux documents. Ben voilà, puisqu'après, ils vont faire des faux procès-verbaux pour pouvoir, comment dire, combiner avec tous les avis qu'ils ont donnés, les avis frauduleux qu'ils ont donnés, parce que ces gens-là, ils donnent des avis dans leur bureau et ils ne vont jamais voir sur le terrain si c'est possible, s'il y a une possibilité. Le plan d'occupation des sols ne permettait pas l'extension. Donc déjà, ils ne pouvaient pas donner d'autorisation. Ouais. Donc voilà. Voilà. C'est assez simple à comprendre. Hein. Voilà. Assez simple, oui. Assez simple. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, ben, ils se couvrent tous. Ils se couvrent tous. En fait, si on avait une image à prendre très rapide pour que les gens comprennent bien, les petits font pas de poids contre les gros, c'est ça? Ah ben, de toute manière, alors, c'est pour ça, là, je ne sais pas si je vais... Hein, je parle financièrement. Ah oui. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'il faut savoir que ces prédateurs, comme ils ont appliqué cette politique-là depuis 50 ans, ils ont engrangé une masse d'argent qui leur permet de parer à toutes les éventualités. Donc, ils savent ils savent avoir des autorisations là où ils veulent, et ils se sont fait, avec le temps, ils se sont fait une carapace, comment ça s'appelle, une carapace de prospérité, qu'on ne peut pas les attaquer, parce qu'ils se sont fait une image de réussite, parce qu'ils n'ont jamais été poursuivis pour les fraudes, ils n'ont jamais eu de condamnation. Donc, ils ont toujours une image exemplaire, alors qu'il faut voir les coulisses derrière ce qui se passe quand ils ont demandé leurs autorisations. Bon, là, alors, pour que les gens comprennent, dans un département, la gouvernance qui est nommée par l'État, tu as deux personnages qui sont importants. Tu as le préfet et tu as le procureur de la République. C'est les deux personnages qui décident pratiquement tout dans un département. Mais, ils représentent l'État. Donc, ils représentent aussi la justice, ils représentent l'enseignement, ils représentent tout ce que tu veux. Si tu t'aperçois après qu'il y a un dysfonctionnement dans des règles, dans les lois, dans les applications de ce qu'on doit respecter, c'est que tu as un mécanisme qui s'est mis en place qui est très simple, qui s'appelle la corruption. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui, très bien. Tout à fait, hein, puisque de toute manière, c'est avantagé, que ça soit le préfet ou que ça soit le procureur de la République, ils sont là pour faire une procédure, la légalité, c'est-à-dire que tout le monde est égalitaire devant la loi, mais avec leur méthode, on voit bien qu'ils penchent vers le fraudeur, ils accompagnent le fraudeur. Ouais. Voilà. Ouais, au lieu, on n'a plus de contrôle de légalité des permis de construire. Mais voilà. Quand ils ne veulent pas consulter une pièce, ils font semblant de ne pas l'avoir. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est comme ça dans toutes les juridictions. Hein. C'est facile. Voilà. C'est-à-dire qu'ils autorisent des choses non autorisées et ils ne vont pas au fond du problème. C'est-à-dire, quelles sont les conséquences de leurs actes? C'est ce que dit Claire. C'est quelles sont les conséquences des décisions qu'ils prennent. Parce que derrière ça, il faut savoir qu'il y a eu, par exemple, sur Carrefour Vitrolles, il y a peut-être eu 300 liquidations judiciaires. Ouais, mais ça a été incroyable ce qui s'est passé après l'extension de Carrefour Vitrolles. Ouais. Donc toutes ces conséquences n'ont pas été prises en compte ni par le préfet, ni par le procureur de la République. Non, mais quand on a déposé plainte, même pire que ça, lorsqu'on a déposé plainte devant le procureur, qu'on s'est joint partie civile, on était 110 commerçants. 110 commerçants dans la demande d'intervention. Ils en ont eu rien à faire. Hein.
Ouais, non, mais là, tu vois, tu exposes exactement ce qui s'est passé avec la stratégie de la grande distribution. Alors, Vas-y, Claire. ouais, donc, est-ce Claude, tu veux passer à un autre cas puisque c'est toujours le même modus operandi. Là, on a eu donc l'exemple avec le Carrefour, où on voit que sont mêlés à la fraude, parce que s'ils étaient tout seuls, ils pourraient peut-être pas être aussi forts, mais en général, ils sont accompagnés dans leur fraude par l'administration qui fraude avec eux, l'organe de contrôle qui devrait contrôler, il fraude, etc. Si bien qu'à la fin, la justice se retrouve qu'avec des papiers falsifiés, mais on sent qu'elle n'a pas du tout envie d'aller voir la nature de ses preuves. Or, un procureur, son premier travail, c'est, quand on vient lui dénoncer une affaire, c'est de vérifier qu'il y a bien des preuves ou des indices concordants permettant de se faire une idée qu'il y a peut-être eu un coupable quelque part, ou en tout cas quelque chose, une loi qui a été enfreinte. Or, quand il s'agit de saisir, quand il s'agit à la victime de saisir la justice, souvent elle est pleine de preuves. Hein. La preuve, par exemple, Martine, ils ont toutes les preuves qu'ils ont été chercher très loin, hein, aux archives départementales, etc. Ça demande beaucoup de travail. Et ce travail, il n'est pas inutile parce qu'il est fait parce qu'on sait les conséquences extrêmement gravissimes d'enfreindre la loi pour des gros comme ça, puisqu'ils vont détruire sur cette illégalité, ils vont détruire le tissu économique derrière, ils vont venir le remplacer. Donc, c'est d'une gravité extrême, au moins qu'ils respectent les lois, qui s'installent. Les lois, ça fait longtemps que ça a été travaillé, etc. Ça donne des limites, ça donne des contraintes que tout le monde doit respecter. Si certains, ceux qui ne les respectent pas, ensuite deviennent les plus forts, partout, en justice, et ne sont jamais punis pour avoir enfreint les lois, bah, vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de justice. Alors, mais on voit aussi, par exemple, de plus en plus se développer des cas où c'est les impôts qui créent les faux. Alors, Claude, tu peux peut-être nous parler de ta création de comptabilité ex nihilo ? Alors, bah, oui, alors l'histoire est compliquée parce qu'au départ, on commence par la liquidation de mon entreprise, et là, on l'a fait une fois que l'entreprise est liquidée, j'ai les impôts qui de me faire un redressement fiscal. Bon, très bien, ils envoient le courrier pendant plus d'une année à une adresse où je ne déclare pas mes impôts, pour surtout que je reçoive des courriers, mais que je ne puisse pas les chercher ni savoir que je les ai reçus d'ailleurs. Donc, à la fin de cette année-là, on dit, bon, oui, bien sûr, c'était clair. Je déclarais mes impôts à 3 et on m'envoyait le courrier à une entreprise qui était finie et liquidée à Pagny-la-Blanche-Côte dans la Meuse. Donc, c'était impossible que je puisse récupérer mes courriers, quoi, de toute manière. Enfin, c'était tout et n'importe quoi. Mais bon, donc à la fin de cette année, Joker, premier Joker, mais il y en a plein tout au long de l'histoire, donc on peut y aller. Donc après cette année où on envoie des courriers, on décide donc que je suis un très mauvais contribuable qui refuse de me présenter au service des impôts pour dire ce qu'il en est de ma comptabilité. On décide de me refaire ma comptabilité. Donc là, on prend Monsieur Offrère, il a gagné tant. Ouais, ça doit être à peu près ça. Ouais, bon, allez, c'est ça. Bon, il n'a pas déclaré. Non, on lui a envoyé un tas de courriers, il n'a même pas répondu, ce gars. Bon, voilà, allez, 160 000 €. Ouais, c'est bien ça, ouais, ça ressemble à quelque chose. Allez. On n'a jamais su ni comment, ni quoi, ni qu'est-ce. Enfin, même la feuille, ça ne ressemble à rien. Même la feuille qu'il m'a envoyée d'impôt, ça ne ressemble à rien.
Enfin, je pourrais la donner pour que l'on voit, quoi. Donc, le montage de la comptabilité est fait de toutes parts. J'arrive à trouver un avocat, je me défends, et manque de bol pour les impôts, je gagne. En premier instant, je gagne. Bon, d'accord, ok. Ben là, c'est super joker. Le ministre Sapin décide de faire appel. Attention. Là, tout le monde se tait. Le service administratif d'appel dit bien monsieur Sapin, on y va. Bon, bah, vous avez gagné, monsieur Sapin. On peut pas dire que vous pouvez perdre sur une affaire comme ça, quoi. Puis ce petit rigolo là qui ne répond même pas au billet, à qui on fait une comptabilité, on ne sait même pas ce qu'il a gagné. Enfin bref, de toute façon, il faut qu'il paye. Donc 360 000 me sont redonnés. Donc, bah oui, effectivement, et là, je ne peux pas payer. Mais bon, je fais appel, je porte plainte, je me défends, je fais tout ce que je peux en justice. À chaque fois, je perds. C'est joker. Non, monsieur Auffrère, non, il faut payer et il faut se taire, surtout. Et là, dernièrement, pour que je me taise bien, pour que j'apprenne à bien la fermer, j'étais appelé par la gendarmerie du coin où j'habite et on m'a dit, bon, bah écoutez, monsieur Auffrère, tout ce que vous avez fait, ça ne sert à rien. De toute façon, ça ressemble à rien. Vous avez vraiment besoin d'une expertise psychiatrique, frère. Il n'y a que ça qui pourra vous sortir du mauvais pas où vous êtes. Là. De votre péché. Donc là, aujourd'hui. Je voudrais te poser une question, Claude. Donc, dans ce que tu viens de dire, dans ce que tu viens de dire, moi, il y a une question qui me vient, et là, que je voudrais poser comme si c'était celui qui était en train de nous écouter. D'accord? L'intervention de M. Sapin, d'accord? Quel est le lien que tu as pu trouver entre M. Sapin, d'accord, et ta propre affaire? Il a défendu qui exactement? Ah, ses impôts. Bah, ses impôts. Il est ministre des impôts. Il est ministre à Bercy. Il est ministre à l'époque de Bercy. Donc voilà, sinon je ne le connais pas. Je n'ai aucun lien avec ce brave monsieur. Donc en fait, c'est un tiers. C'était uniquement cette raison-là, d'accord? C'est le ministre. Mais tu m'expliques quand même comment lui, il peut intervenir dans une entreprise comme ça par rapport au pouvoir de l'administration, en fait. Séparation. Voilà. C'est pour ça qu'il existe une séparation. Il n'y a aucune séparation. Oui, bien sûr. Ouais. Et avec Claire, on peut constater que dans de nombreuses affaires, c'est le ministre en personne qui vient sauver la pauvre administration des impôts qui est en train de perdre, quoi, à chaque fois. Donc, en fin de compte, si l'administration fait une connerie, que tu fais corriger la connerie de l'administration, toi, qui étais la victime à l'origine, eh ben, tu deviens le coupable. C'est toujours comme ça, en fait. Hein, c'est comme ça. Exact. Oui, c'est exactement ça. Hein. Ah ben, et là, il y a vraiment... Il faut continuer de dénoncer ça, en fait. Hein. C'est très important. Hein. Alors, justement, si Claude a terminé, bon, moi, c'est pareil. Donc, c'est très intéressant, ce phénomène, qui est très important. Donc, vous avez vu la création de faux, le mensonge, la protection que tous s'accordent, tous n'appliquent plus le droit. Et donc moi, j'ai ce cas aussi. Je vais, comment dire, je m'aperçois que je suis dans un endroit, en l'occurrence en liquidation judiciaire, et qu'au lieu de faire son travail, le mandataire ne fait pas du tout son travail de mandataire, mais décide de me criminaliser. Première action qu'il fait. Il ne me rencontre pas, mais il sait que je suis une criminelle et donc il me dénonce au parquet. Alors, tout de suite. Attends, mais quand il te criminalise, il prend quoi comme argument? Parce que c'est important de savoir les arguments. Ah, il n'a absolument pas besoin d'arguments, c'est ça qui est formidable. Je vous jure.
Je vous jure parce que ensuite, donc, il a demandé par requête une enquête sur moi pour abus de biens sociaux. Banqueroute, ce sont des crimes très graves. Hein. D'accord. Et comment il s'appelle ce mandataire? Tu peux donner son nom? Il s'appelle Philippe Samzin. Samzin. Serial killer d'entrepreneur, hein, je vous préviens. Non, mais moi, je connais bien, tu es au courant, Claire, que je connais bien le monde des mandataires. Hein, d'accord. Ouais. Je ne vais pas parler de mon affaire, moi. Hein, d'accord. Ouais. Mais... Philippe, donc, comme on l'appelle pour les intimes, serial killer, mais je vous l'assure, serial killer, j'ai fait des dessins de lui, on voit très bien que c'est un serial killer, qui donc ne me rencontre pas, porte plainte contre moi, comme si j'étais une criminelle financière, en fait. Hein. C'est à peu près les crimes financiers, ce qu'on reproche aux dirigeants. Donc, je vais avoir une enquête. Une enquête qui est dirigée par le sacré ultra du département des 78, la DRPJ de Versailles, avec des grands noms hein, à l'intérieur. Donc, mon cas est traité par la brigade des affaires financières. Et donc, je vais très rapidement, quand je serai auditionnée en garde à vue, hein, où on va me maltraiter, parce qu'effectivement, il faut quand même me soumettre, je vais leur dire, mais il n'y a rien du tout, vous n'avez aucune preuve. Vous êtes en train, avec votre enquête, parce qu'ils ne vous interrogent qu'à la fin, une fois qu'ils, soi-disant, ils ont accumulé des charges contre vous. Sauf que le réel, il est méchant. Hein. C'est que quand vous n'avez pas commis de crime, que vous n'avez pas de mobile pour le commettre, ils trouvent très peu d'indices matériels. Il n'y a rien. Ils n'ont rien. Tout n'est que sujet à interprétation. Alors, est-ce que dans le sujet à interprétation, en plus, ils inventent des choses? Oui, bien sûr. Non, moi j'ai vécu, hein, d'accord. C'est pour ça que je pose la question. C'est pas une invention. C'est une invention extraordinaire parce qu'elle touche, elle prend des mots de chez vous. Elle prend des mots que vous avez écrits quelque part ou elle prend ce que vous avez dit et c'est des détails. Et ils tissent une espèce de fiction où vous êtes vraiment, vous êtes vraiment le fraudeur, la méchante, l'horrible. Là, je viens de recevoir des conclusions. Je suis la femme qui harcèle tous les magistrats de Versailles, tous les avocats, tous les mandataires. Je viens de créer un syndicat des usagers de la justice pour abattre ces gens-là. Et ils ont l'impression que quand ils placent ce genre de preuves, ça veut dire, regardez messieurs les juges, cette femme est très très mauvaise et donc vous devez juger contre elle. Mais de quoi parle-t-on? L'affaire, ça n'a rien à voir avec ma personnalité. C'est des faits, on lui demande de prouver qu'il a fait son travail, c'est tout. Il n'y a pas à dire… Non, Claire, moi il y a une chose quand même que je voudrais rappeler ici aux auditeurs, ceux qui nous écoutent, concernant les liquidations judiciaires des entreprises. D'accord? Un inspecteur, il y a plus de 20 ans, qui s'appelait Antoine Godinot, a écrit un livre qui s'appelait « La mafia des tribunaux de commerce ». D'accord? C'était un inspecteur financier. Il a démontré par A plus B, d'accord, que dans les tribunaux de commerce, le pouvoir des mandataires, qui est la seule personne qui a un statut juridique, c'est le seul dans un tribunal de commerce. Les autres, c'est des pions qu'on a mis en place. D'accord? Et on découvre quoi? On découvre que les mandataires judiciaires qui deviennent 9 fois sur 10 des liquidateurs, en France, on a une particularité. Sur 100 entreprises qui vont au tribunal de commerce pour demander un redressement judiciaire, on en tue 98. Alors, non seulement on tue 98 sur 100, mais vous êtes sûr que derrière, particulièrement ceux qui ont un petit peu accumulé des biens ou qui ont une maison, etc., ceux-là aussi vont être liquidés. Donc, on n'est plus du tout dans le niveau de liquidation, je dirais, d'une entreprise qui est déjà fallicieuse. Mais ensuite, cette opération est menée, c'est pour ça que c'est très intéressant, parce qu'elle est menée sur de la fausse accusation. Elle est menée, c'est toujours le même modus operandi. On va vous dire que vous êtes un fraudeur et donc on va vous poursuivre au pénal pour cela. C'est ça leur technique. Vous arrivez, vous êtes
une victime, même peut-être d'ailleurs d'escrocs qui n'ont rien à voir avec le mandataire, vous allez devenir victime du mandataire. Mais là encore, on pourrait s'en tirer. Mais vous allez devenir victime de la justice qui protège le mandataire. Oui, bien sûr. Là, vous ne pouvez plus vous en tirer. Alors justement, moi, tu sais, hein, j'avais théorisé un mécanisme qui était déjà très simple à comprendre pour que les gens, pour liquider une entreprise. Il y avait 2 techniques pour moi que j'ai théorisées et que j'ai développées. Hein, donc, et là, je l'ai constaté, mais toi, tu peux le constater aussi. C'est qu'un mandataire, pour tuer déjà rapidement une entreprise, il fait 2 choses principales. Déjà, il augmente les dettes arbitrairement et il dévalorise la valeur des actifs. D'accord? Ça fait que la balance, tu as plus de dettes que d'avoir. C'est comme ça qu'ils font, hein, 9 fois sur 10. Oui, après, justement, ouais, après, quand tu fais de la résistance, là, ils essaient de te mettre des casseroles en plus. D'accord? Hein, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Hein. D'accord? Voilà. Et donc, moi, je ne me laisse pas faire et je vais porter plainte contre lui. Je vais porter plainte contre les magistrats qui mentent. Je vais porter plainte contre les faux en écriture publique. Je vais porter plainte contre les avocats qui me dénoncent calomnieusement. Je vais porter plainte contre la police qui écrit dans sa synthèse « Madame Tourneray a été dénoncée ». C'est tout. C'est suite aux dénonciations de monsieur le mandataire, suivi des dénonciations de l'expert qui avait été désigné, que je suis donc susceptible d'avoir commis le crime de banqueroute, d'abus de biens sociaux, etc. Alors, le merveilleux, c'est que je suis relaxée de 4 chefs d'accusation, donc ça montre bien que les dénonciations sont un peu lâches, et par contre, on me punit quand même. La juge, évidemment, elle va pas se priver d'une bonne tranche. Elle me punit quand même de 6 mois de prison et de 2 ans d'interdiction de gérer pour un truc complètement débile mental. D'accord? Bon. Alors après, quand je suis relaxée, on a toute personne qui est relaxée, c'est classique. Le jugement, la dénonciation calomnieuse ne peut se prouver qu'une fois que tu as été relaxé par la justice. Donc, comme j'ai plein de relax contre tous ces gens-là, je les mets en justice. Et donc, je suis obligée d'utiliser la citation directe. Vous pensez bien que quand j'ai porté plainte contre ces gens-là, personne ne veut suivre. Vous voyez, on ne veut pas suivre. On suit alors que les personnes n'amènent aucune preuve. Par contre, nous, quand on demande de poursuivre, nous sommes victimes. Non, ils ne nous suivent. Ah. Allô, allô? Ils ont coupé la chic. C'est marrant ça, il y a une... Tu m'entends, Claude? Oui, moi je t'entends, il y a eu une coupure, j'ai plus rien eu, moi, d'un seul coup. Ah attends, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous avoue, là... Ouais, j'ai peur que ce qu'on dise, ça soit trop grave. Ah ouais, non, mais là, alors attends, il y a Martine Donnette, elle est partie aussi? Attends, il y a 2 Claire M3T, il faut que tu en enlèves un. Ouais. Oui, donc, Claire M3T. Il manque Martine et... Ah, attends, ils sont là. Hop là, voilà. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Je vous dis tout de suite, à mon avis, on doit être classé comme complotiste. Hein. Voilà, c'est des complotistes. Ouais. Hein? Ce qu'on a à dire. Ce qui sera drôle, c'est que dans la vidéo, il y aura une petite césure, d'accord? Donc, voilà, on verra un blanc à un moment donné. On regardera, peut-être que j'ai dit des choses pas très bien. Et donc, je finis juste pour voir le sublime de toutes ces affaires. Je vais donc aussi me constituer partie civile, donc je suis une victime auprès du juge d'instruction, et la juge d'instruction, qui mettra très longtemps à y aller, qui n'aime pas du tout que je sois victime, qui me fait bien comprendre que je suis une criminelle, que ce qui m'arrive, c'est que je le mérite, c'est que je suis
de manière, on va dire presque génétique, je suis génétiquement faite pour me faire niquer. Voilà. Donc, voilà. Et donc, je vais faire une citation directe, toujours pour vous montrer, parce qu'en fait, ça va être du détail de façon permanente. C'est-à-dire que rien ne va marcher. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous allez, tant que vous croyez, tant que vous faites confiance à la justice, bon, bah, vous y allez, vous faites votre procédure, on vous dit, ah, bah, fallait faire ci, ok, d'accord, je fais, bon, je prends un avocat. Bref, j'essaye de faire tout ce qu'on me dit, j'essaye d'être bon, j'essaye d'être honnête, j'essaye de suivre les procédures. Mais sauf que personne n'avait compris que personne ne suit les procédures. Comme ils ne suivent pas les règles, comme ils n'obéissent pas à la loi, si vous obéissez à la loi, vous êtes le dindon. Donc, et comment ils vont opérer? Par des petits détails. Et donc, le dernier en date que j'ai, j'ai donc ma citation directe, j'ai tout bien fait, je demande l'aide juridictionnelle, je demande, et donc, je vais à une audience de consignation en disant, quand on a l'aide juridictionnelle, on n'a pas à payer des consignations, parce que ça encore, c'est le gros truc, hein, on vous fait payer des consignations de dingue pour que la justice ne soit pas rendue contre vos criminels, et on ne sait jamais. Hein. Surtout quand tu abandonnes les procédures. Voilà, c'est surtout ça. Ça. D'ailleurs, il faut être au courant, depuis l'année dernière, depuis le mois de septembre, hein, pour pouvoir faire appel, tu as l'obligation de payer ce que tu as été condamné en première instance. Hein. Oui, tout à fait. Tu ne peux plus faire appel si tu ne payes pas. Hein. D'accord. Donc ça, c'est une manière de verrouiller les procédures. Hein. Voilà. Mais ce n'est pas très grave, puisque de toute manière, il faut que vous sachiez qu'aucune n'aboutira. Hein. Bien sûr. Quoi que vous fassiez, ça n'aboutira jamais. J'ai été en cassation, tout ce que vous voulez. Ils mentent tous. C'est l'empire du mensonge. Voilà. C'est l'empire du mensonge. Il n'y a pas une phrase de correcte. Pas une seule phrase de correcte. Alors, ils n'ont pas de chance, les gars. Parce que maintenant, nous, on a Légifrance. Alors, on n'a qu'à regarder juste les articles dont ils parlent. Ça suffit. Vous comprenez, vous regardez l'article dont ils parlent et qu'est-ce qu'ils en déduisent. Boum! À chaque fois, c'est complètement faux. Ça n'a rien à voir. Mais même à la cassation, hein, ces éminentes personnes très supérieures en esprit, comme vous les imaginez, eh bien non, elles aussi, elles trompent la loi, c'est-à-dire elles n'appliquent pas la loi. Donc, quand on est face à ce constat, que faire? Donc, voilà, on a fait un tour. Alors, ce qu'on peut déduire de… Ah oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans toutes les autres filières, il n'y a pas que les filières que nous sommes témoins, dans toutes les autres filières, c'est pareil, que ce soit les tutelles, par exemple, tout est fait, les tutelles qui servent à voler l'argent des vieux, eh bien là, vous avez toujours le même problème que plein de faux. On va vous créer comme une criminelle. Donc, j'ai des affaires où les mamans, on leur fait croire qu'elles vont escroquer leurs enfants, par exemple. Comme si c'était faisable. Alors, le monde de l'enfance, c'est un business, hein, d'accord? C'est un très gros business. D'accord. Donc, qui n'a pas fait, je veux dire, personne n'a fait l'étendue des chiffres parce que Claude et Martine ont calculé rien que pour la région PACA financièrement combien ça vaut, mais imaginez dans toute la France, c'est de l'argent, mais on ne peut même pas imaginer tellement c'est floué. Et qui sont les pourvoyeurs de cet argent? On n'a pas la chance, les Français, nous on est 60 millions. Eux, ils sont quoi? Comment dire? Ils sont, allez, on va dire 4000 personnes, 5000 personnes à profiter de tout ça. Et donc, c'est des mannes incroyables, puisque chaque fois que vous allez qu'il y a un idiot qui va en justice, je suis désolée de vous appeler tous les idiots si jamais vous devez y aller, parce que moi j'en suis une, eh bien, vous allez payer de votre vie, des fois, hein, de votre vie, hein, de votre santé, ça c'est sûr, parce que en plus,
excusez-moi, mais c'est pire qu'un tortionnaire. Quand on tue les gens, d'habitude, ça va vite. Non, là, la justice est lente. Ça va mettre très longtemps. On vous met à la misère, on vous prive de vos droits, on fait que toute votre famille, on vous détruit votre possibilité de travailler. Enfin bref, c'est absolument ignoble. Ignoble. Et donc maintenant, c'est fini. Il faut qu'ils comprennent que c'est fini. Donc, je crois que vous avez tous compris à travers ça qu'il y a quand même un petit problème sur cette question simple. Doit-on faire confiance à la justice quand nous sommes face à des criminels ou des agresseurs ou simplement des gens qui ne respectent pas leur contrat, qui ne respectent pas leur mission de service public? Je pense que vous voyez la réponse. C'est-à-dire qu'il faut reprendre. Eux, ils ont inversé la chose, c'est-à-dire que nous sommes les criminels pour inverser leur système. C'est nous, ils nous font des choses comme si on était le pire ennemi de l'État, qu'on ne peut plus, on ne les laisse pas profiter de leur système, et ils se prémunissent pour ne pas que leur système soit attaqué. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi virulents envers nous. C'est parce que justement, nous, on essaye d'attaquer leur système. Et eux, ils se protègent, ils se protègent de leurs abus de pouvoir, de leur excès de pouvoir, les abus de position dominante. Ils se protègent de tout. Et c'est nous, en définitive, on est vraiment, pas des parasites, mais alors dans la nature, ils nous prennent pour des virus, en fait. On va dire. Voilà. On est abîmer leur système. Ouais, alors, ce qui est quand même paradoxal, Martine, ou Claire, ou tout le monde, là. Donc, le paradoxe dans tout ça, c'est quand même qu'il y a des lois et qu'aucune loi n'est respectée. Ah, tout à fait. Voilà, on arrive à ça. On dirait, c'est très bien ce qu'elle a dit, Martine, on dirait que le système de... Alors, je vais vous rappeler quand même, parce que finalement, personne n'y retourne. Mais à quoi ça sert, la justice? Vous le savez, vous? Parce que ce n'est pas ce qu'on voit, hein, mais normalement, à quoi ça sert? Donc, à quoi ça sert? Eh bien, je vais vous dire. Donc, les sociétés instituent une institution chargée de la justice pour, comment dire, qu'on respecte trois grands principes. Le principe d'égalité, qui est celui d'égalité devant la loi. Donc là, vous voyez qu'il est violé d'abondance. Le principe de gratuité. Vous voyez aussi qu'il est violé d'abondance parce que vous êtes obligé de payer pour pouvoir avoir de la justice, tandis que le magistrat qui fait l'erreur, le préfet qui fait l'erreur, la DG machin truc qui fait l'erreur, les impôts qui font les erreurs, ils sont payés pour les faire. Pas nous. Donc, principe de gratuité, c'est mort. Principe de neutralité, qui est le corollaire de l'exigence d'impartialité et d'indépendance. Vous avez vu, c'est pas jamais comme ça. Les jeux sont joués d'avance. Vous avez devant vous un gros, vous n'avez strictement aucune chance. La balance, elle est déjà placée. C'est lui qui va récupérer le jackpot. Il va récupérer le jackpot, c'est-à-dire que comme vous avez une criminalité, vous allez lui devoir du fric. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Donc, Claude qui a 40 avis de saisie à tiers détenteur sur une dette qui n'existe pas, qui a été créée ex nihilo par des gens qui sont payés tous les mois. Okay, donc déjà, mais à quoi ça sert? C'est pour mettre en prison, donc comment dire, c'est la nécessité. C'est un prix des droits. Donc, c'est de mettre, comment dire, en fait, le principe qui a été énoncé par Beccaria, mais après tout, hein, on peut aller voir les intellectuels, la justice, c'est la nécessité seule qui a contraint les hommes à céder une partie de leur liberté. Nous avons tous cédé une partie de notre liberté pour que le tout nous assure qu'on ne va pas se faire voler au coin du chemin. D'accord? On ne
assurer la sécurité de notre vie. Voilà. Voilà, la sécurité, que notre liberté, nous puissions en jouir. Or, suivant ce principe, les actions humaines doivent être approuvées ou rejetées. Donc, en fonction de leur mérite, au regard de la morale, du bien, hein, c'est-à-dire tout ce qui est mal, normalement, on le vire, du droit, donc tout ce qui ne respecte pas la loi, on le vire, de la vertu ou de toute autre norme de jugement de comportement. Donc, vous voyez, là, on est tranquillou face à des gens qui ne respecteront pas les lois, qui ne les appliqueront pas, et qui, quand on viendra les embêter, comme dit Martine, c'est-à-dire quand on viendra juste dire normalement, on est dans un état de droit, vous devriez les appliquer parce que vous êtes en train de faire des morts. Vous êtes en train de faire des morts, hein, en dépassant les limites, en n'acceptant pas les contraintes qui sont pour nous tous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben non, toi, on va te tuer. Tu as osé découvrir ça, tu as osé te mettre face à ce salopard, à ce prédateur. Tu as osé. Tu oses dire que le magistrat fait défaut. Tu oses dire tout ça, mais messieurs, dames, si vous m'écoutez, comment voulez-vous qu'on n'ose pas le dire? Qu'est-ce que vous voulez nous laisser? Est-ce qu'on doit accepter qu'on fait un contrat et la personne que tu en face ne le respecte pas? On achète une entreprise, oh ben non, on s'en fout, il n'y avait rien dedans, on vous a escroqué, on a tout fait bien pour monter une superbe boîte, oh ben oui, mais c'est pas grave, on vous l'a détruit parce que ça ne nous plaît pas. On a monté, on était plein de commerçants à jouir et à être utile pour nos concitoyens, à leur donner de l'amour, à leur donner du respect. Et voilà, vous voulez nous mettre dans des boîtes là complètement dingues avec plein de produits partout qu'on ne sait même pas où regarder. Et vous voulez nous rendre dingues. Et c'est normal, on dit rien. On dit rien, on ne doit rien dire. Dites-le nous. Dites-le nous. Mais à ce moment-là, vous voyez bien, se pose la question qu'il faut dire aujourd'hui. Si vous restez honnête dans ce monde, là, vous êtes sûr d'être enfoncé. Et un jour ou l'autre, on viendra vous choper. Par contre, si vous êtes un fraudeur, mais il faut être un gros fraudeur, hein, parce que les petits fraudeurs, bon, enfin les petits fraudeurs, ils peuvent s'en tirer aussi. Mais les gros fraudeurs, alors là, vous êtes qui ont le moyen d'arroser tout le monde, qui arrosent tout le monde, qui vont faire des chantages. Oh oui, on va enlever des emplois. Vous avez vu le coût des emplois là? Qu'est-ce qu'ils font en ce moment les grands magasins? Hein? Les caisses sans caissière. Vous avez vu les emplois? Parce que ces gens-là, il ne faut pas vous leurrer. De toute manière, c'est du discours, c'est de la propagande, mais il n'y a strictement rien de vrai. Parce que s'ils faisaient bien leur travail, évidemment qu'ils respecteraient les lois. Évidemment qu'ils considéreraient qu'ils doivent être en harmonie avec nous tous. Que ce qu'ils font, c'est bien. Donc, ils n'iraient rien cacher. Ils feraient bien les choses. Et donc, vous voyez par ce système comment le capitalisme débridé se développe, crée des espèces de monstres qui vont venir vous détruire. Et puis alors là, qui détruisent en gros, hein, parce que maintenant que les Amazones, tout ça, là, ils vont tout détruire. En s'attachant le politique, c'est-à-dire s'attachant, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que le politique, il est toujours intéressé par quelque chose. Hein. Il n'accorde pas ses autorisations s'il n'y a pas une contrepartie. On l'a vu avec Amazon dans le Gard. Les terrains étaient vendus par toute la famille, le père, la mère, le frère, la sœur, le cousin, voilà. Alors que les règles sont claires, voilà. c'est pas possible. Donc il y avait conflit d'intérêts, voilà. C'est de la corruption, hein. C'est de la corruption. C'est gangréné. C'est quand même organisé. Oui, bien sûr. C'est interdit. C'est bien ce qu'il faut constater. Donc, il faut devenir assez gros pour pouvoir acheter une sorte de concitoyens qui ont des petites places ou des machins ou qui ont des possibilités de décision, ça c'est mieux aussi. Donc, on achète l'administration, on achète les élus, on achète, comment dire, la justice, tout le monde est acheté.
Et ensuite, ça marche tout seul. C'est-à-dire, ça va être dans le réel. Ils vont à chaque fois, tout va être faux et falsifié. En fait, leur technique, c'est de détruire la réalité telle qu'elle est. Pour évidemment que. Parce que la réalité, c'est la réalité de leur crime. Alors, il y a une moralité quand même dans cette affaire-là. C'est que quand tu dis que tout le monde est à acheter, eh ben, tout le monde est à jeter. Tout à fait. Tout à fait. Hein, c'est phonétiquement presque le même mot, mais le sens n'est pas du tout le même au niveau du résultat. Mais ça va finir comme ça. Ça va finir comme ça. Ça ne peut pas finir autrement. On ne peut pas continuer comme ça, en fait. Il y a trop de mensonges. Le mensonge, il domine toutes les situations, absolument toutes, dans tous les domaines. Tous les domaines. Tous les domaines. Il suffit de voir ce qu'on vit en ce moment. Écoutons ce qu'on écoute. Hein, puis, la première des choses, à mon avis, c'est d'éteindre la télé maintenant. Hein. Ah bah oui. Parce que alors là, si tu subis ta télé, tu comprends plus rien. Tu comprends plus rien. Et c'est destructeur parce qu'ils nous mettent dans un monde illogique. Parce que vous comprenez bien, quand il y a des crimes, c'est logique, le crime. Il a son intérêt, tout ça, etc. Donc, quand on le dénonce, c'est logique. Quand la justice les punit, c'est logique. Donc, tout va bien. On a un esprit très tranquille. On sait que si jamais quelqu'un fait une erreur ou une faute, on va pouvoir tout de suite le limiter dans ses espoirs. Tandis que là, vous êtes dans un monde de dingue. Parce que c'est pas du tout ce que l'on vous raconte qui est. Et en l'occurrence, je crois qu'il faut, si on veut répondre à la question que je posais en amont, doit-on faire confiance à la justice pour rendre la justice? Vous serez d'accord, ce n'est plus possible. Vu le passé de cette vieille dame, complètement... alors, soit elle réfléchit plus, hein, on pourra leur donner toutes les excuses que vous voulez. Monsieur Moretti est en train d'essayer de faire une réforme, et tu peux faire toutes les réformes que tu veux, ça ne marchera pas. La seule réforme que tu peux faire, et encore, tu fous un inspecteur, non, tu fous un citoyen derrière chaque magistrat et qui regarde s'il n'est pas en train de mentir ou de faire un faux. Bon, là, peut-être tu vas y arriver. Mais c'est tout. Tu peux leur foutre autant d'argent que tu veux, au contraire. Hein. Plus tu leur mettras d'argent et plus ils continueront leur valeur. D'accord? Et c'est des tragédies dans toutes les familles. C'est-à-dire qu'en fait, tous les magistrats se rendent complices d'assassinat. Hein, d'assassinat. Parce qu'un commerçant qui perd son commerce, tout son investissement, les restaurateurs, là, qui sont devenus complètement fous avec comment dire, les idées idiotes du gouvernement, qui doivent maintenant rembourser les aides qu'on leur a fait. Hein. Oui, c'est sûr. Hein. Par contre, les propriétaires qui avaient leur bague, bon, hein. Toutes ces concurrences déloyales. Si je peux témoigner d'une chose, pour aller dans ce sens, moi, je ne vais pas raconter ma vie, puisque de toute façon, on a fait 2 livres. Les gens peuvent trouver tout ce qu'on dénonce. Mais moi, la question que je pose aujourd'hui à Madame Michel, pourquoi faites-vous les faux écrits? Madame Michel, je vous ai fait parvenir plusieurs dossiers à l'époque où il n'y avait pas la vignette, et plusieurs fois les gendarmes m'ont arrêté, je leur ai remis un dossier. Pourquoi Madame Michel, comment s'appelle, substitut de la République, a-t-elle fait des faux auxquels elle n'a jamais répondu? Bien. Quand on fait notre livre et qu'on va le porter à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, c'est marqué dans le livre tout ça. Pourquoi le procureur ne nous interpelle pas? Ou quand il nous interpelle, pourquoi ils font un non-lieu là-dessus? Voilà des choses concrètes. C'est clair. Et ça couvre tout ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on peut dire que le mensonge a la peau dure. Ouais, mais alors moi, attends Christophe, j'en ai une dernière. Pourquoi Carrefour peut-il encaisser un chèque non endossable? Pourquoi le fait-il? Et pourquoi Madame Michel lui fait un non-lieu? Voilà les bonnes questions. Si les gens ne le croient pas, ils me le demandent, je renvoie. Et on a un excellent journal, Nexus, qui a mis le faux du procureur
dans son journal. Il a été courageux. Mais on en est toujours là. Et Alors, ça continue. moi, Donc, la question des juges, d'ailleurs, quand tu le saisis, toi, la victime, pas l'agresseur, il se fait prendre pour une victime, mais ce n'en est pas un, ce n'est pas une. Mais toi, quand tu saisis donc ton juge, le juge te dit, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas l'autre, le criminel, qui a fait quelque chose, c'est toi qui a fait quelque chose. Et comment dire? Et pourtant, si je saisis la justice, ou si vous saisissez la justice, c'est justement parce que vous êtes lésé, agressé, tout sujet peut vous être par quelqu'un que vous supposez, et certainement que vous avez raison, qui a enfreint la loi. Et donc, l'article 1, vous vous rendez compte, l'article 1 du Code de procédure pénale, il dit, il vous dit, c'est très simple, puisqu'il vous dit, l'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par des magistrats ou par des fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut être aussi mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code. Et à partir de là, l'article 2, il vous dit que quand vous êtes lésé par un dommage, il faut venir à la justice puisque vous allez être réparé de ce dommage. Donc, les deux plus grands, les plus importants des articles, on va dire, du Code de procédure pénale, quoi. C'est bien que seules les personnes vraiment lésées peuvent aller en justice. Or, ça ne marche pas. Dès que vous allez en justice, si vous êtes une victime, vous allez vous faire abattre. Et donc, qu'est-ce que c'est le principe? La grande loi de la société française, je ne sais pas pour les autres, c'est « je suis supérieur à la populace », que je sois magistrat, préfet ou fraudeur, je n'obéis ni ne suis le valet de personne et surtout pas de la loi. Donc ces gens-là sont des hors-la-loi qui refusent d'appliquer la loi, de s'appliquer la loi, de respecter la loi. Donc, nous sommes en fait, la justice, ce sont des injusticiables qui viennent la quémander. Là, elle dit oui, mon gars, je te suis. Tandis que les justiciables n'auront jamais rien en échange, et même souvent des coups de bâton. Donc, les menteurs, parce que les menteurs vont créer une réalité totalement fictive qu'en justice, d'ailleurs, ils sont gentils, ils appellent ça la vérité judiciaire. Non, il n'y a pas de vérité judiciaire. Il n'y a juste qu'une réalité dans le monde. Et face à cette réalité, il y a le mensonge. Comme dirait Martine, le mensonge, ce n'est pas une contre-vérité, c'est une contre-réalité. Et c'est ça, ces gens-là créent des contre-réalités qui leur permettent de construire des empires et de profiter de leur pouvoir sans jamais être inquiétés. bon, eh ben Claire, comme on arrive quand même au terme de l'émission, d'accord, parce qu'on a, mine de rien, ça fait 1 heure qu'on discute quand même, d'accord? Très bien. Ça pourrait être presque le mot de la fin, mais si j'avais un mot de la fin à demander à Martine et à Claude, ou à Claude, ils diraient quoi comme mot de la fin? Parce que moi, j'en aurais un à vous dire tout de suite après. Mais Moi aussi, s'il y avait... Alors, c'est-à-dire qu'avec leur fortune, leur richesse mal acquise, ils se sont achetés une crédibilité. Et pour se défendre, les victimes sont discréditées devant l'administration. C'est eux qui discriminent les victimes devant l'administration, la justice, pour nous créer une mauvaise image et pour nous créer justement une image de comment dire, ils nous disent toujours de coupable, et pire, ils nous disent vous n'acceptez pas les décisions de justice. Et parce que vous n'acceptez pas les décisions de justice, parce que les décisions de justice, elles sont faites sur des mensonges. Ça s'appelle de l'escroquerie à jugement, en finalité. Voilà. De toute manière, on est de l'escroquerie du début jusqu'à la fin dans cette histoire. Voilà. C'est un constat. Et Claude, l'autre Claude, le Claude numéro 2, qu'est-ce qu'il aurait à dire? Moi, je trouve qu'on nous plonge dans un monde parallèle où tout le monde ment autour de nous et on se retrouve tout seul au milieu de tout ça.
on va voir un juge, il ment, il fait des faux, on va voir un procureur, il vous classe sans suite, il vous classe à victime, on va voir les impôts, ils vous font n'importe quoi, ils vous trouvent des preuves partout, ils vous font une comptabilité, ils vous font tout ce que vous voulez. C'est des champions, je pense. Et à la fin, on est en train de ruiner toute une famille sur 3 générations. Mais c'est une véritable catastrophe. Et il faut jamais aller en justice. Il vaut mieux aller discuter, et il faut mieux aller faire n'importe quoi que d'aller en justice. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Et moi aussi, avant toi, Christophe ou avant... Non, vas-y Claire, je ferai le mot de la fin. Je vais vous dire donc, après. La justice, c'est le joker des fraudeurs. D'accord. De ceux qui ne veulent pas jouer la réalité et respecter les règles que nous sommes tous obligés de respecter normalement. Donc, c'est touche pas à mon fraudeur, la justice. Et conclusion, et moi je veux le dire, et par rapport à la question qu'on posait tout à l'heure, on ne peut plus faire confiance à la justice, donc cela va être à nous de rendre justice, de faire la justice nous-mêmes, mais contrairement à ce garçon-là qui a tué, qui a frappé, ou non, nous, on va faire la justice nous-mêmes, mais on va faire ce qu'ils ne font pas, c'est-à-dire qu'on va faire ça avec des documents réels, des vrais faits et des vraies lois qu'on appliquera ou pas selon les cas d'espèce. Donc, puisque la justice ne veut plus jouer, c'est très important la justice, hein, si vous n'avez pas de justice dans la société, nous sommes dans un état de barbarie. Hein. C'est-à-dire que pour le simplifier, les problèmes avec Carrefour, vous allez tuer le gars qui possède, et puis bon, ça ne fera pas beaucoup d'efforts, mais au moins voilà, c'est comme ça, c'est à ce à quoi on est rendu. Donc nous, on ne va pas jouer ce jeu-là parce qu'évidemment, on serait tout de suite enfermés. Donc ils auraient gagné. Donc on ne va pas jouer ce jeu-là, mais on répond à la question, c'est à nous de faire la justice, pas à eux. Ok, bon alors Claire, je pense qu'on se redonnera un autre rendez-vous, l'avenir, parce qu'il y aura une autre émission, je vous ferai revenir, bien entendu. Mais moi, si j'avais un petit mot de la fin, d'accord, comme le mensonge, il est partout, mais dans tous les domaines. Mais qu'on a, malgré tout, quelque chose de très important qui est en train de se modifier dans notre vie actuelle, c'est que tout le monde l'ouvre, le diffuse, en parle. La démultiplication des réseaux pour pouvoir dire des vérités, elle est multiple. Ils ne peuvent plus empêcher la parole des citoyens de parler. Et moi, ce que je constate, c'est que maintenant, le téléphone est devenu une vraie télévision. Et que le transfert des informations de tous ces menteurs, dans toutes les affaires, dans tous les domaines, absolument tous les domaines, ça va faire une chose qui est très importante, ça va finir par réveiller les consciences de beaucoup de gens. En tout cas, moi, je vous remercie d'être venu à ce rendez-vous, d'accord ? C'est nous qui te remercions. Je vous donne rendez-vous à un autre rendez-vous, quand vous voulez, pour faire une autre émission, avec d'autres appuis, avec d'autres témoignages. En tout état de cause, j'envoie le générique et je vous dis merci d'être venu. Ça vous va ? Faites attention à vous. Faites attention à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci à vous tous.